Nous n'entendons pas porter atteinte à ce qui relève des perfectionnements du droit des gens européens, du droit des gens international, que je décrivais à l'instant. Nous voulons garder le principe de l'intangibilité des frontières, qui malgré tout, même si celle de la Hongrie, dois-je expliquer à mes amis hongrois du mouvement Jobbik, sont extrêmement injustes, et même si le traité de Trianon a été une abomination, mais l'intangibilité des frontières nous prémunit contre le retour de certains conflits. Nous sommes en faveur de l'arbitrage pacifique des différends. Nous sommes pour la sécurité mutuellement garantie, dont l'Union de l'Europe occidentale aurait pu être le cadre si elle avait été absorbée par l'Union européenne, au lieu que cette dernière s'en remette à l'OTAN sous contrôle américain, ce dont, très sincèrement, en ce qui me concerne, je ne vois plus très bien l'intérêt aujourd'hui. Autant j'étais très hostile au retrait de l'OTAN lorsque De Gaulle l'a décidé et lorsque 6000 chars du pacte de Varsovie campaient à nuit de route de nos frontières, autant aujourd'hui je suis beaucoup plus sceptique, mais c'est un autre sujet. Nous ne sommes pas hostiles à la concertation entre les délégués et les peuples d'Europe, ministres ou parlementaires, et pourquoi pas dans ce haut lieu chargé d'histoire et de symboles qu'est la ville de Strasbourg, siège à temps partiel et très menacé, je dois dire, du Parlement européen, et aussi ville natale de ma chère maman, mais ça c'est quand même accessoire. C'est important pour moi, mais un peu moins pour les autres. Bon. Je crois que pour le reste, le dispositif peut être susceptible de renégociation. D'ailleurs, la possibilité de dénonciation est prévue dans les traités. Il ne s'agit pas nécessairement de les dénoncer, si l'on peut renégocier. Qu'on ne vienne pas nous dire que cette perspective est utopique ou que les textes ne la prévoient pas. La France a, dans le passé, pratiqué la politique dite de la chaise vide, une espèce de boycott que De Gaulle avait pratiqué, et elle avait obtenu ce que l'on a appelé le compromis de Luxembourg, qui lui donnait satisfaction. Elle peut surtout mettre en œuvre la clause de réciprocité dont je parlais tout à l'heure, contenue dans l'article 55 de notre Constitution, qui ne donne autorité aux textes internationaux que sous réserve de leur application par l'autre partie. Or, nous avons un florilège de violations mineures ou un peu plus importantes des textes également par nos partenaires. Nous pourrions très bien, par conséquent, faire jouer cette clause de réciprocité. Pour le reste, mesdames, messieurs, les nationaux ont raison de vouloir empêcher le train fou qu'est l'Union européenne d'aller dans le précipice. Et plus raison encore, si elle y va, de vouloir sauter du train en marche. Que l'augmentation indéfinie des domaines d'intervention, véritable machine à broyer les identités nationales, que cette boulimie se trouve bloquée, n'aurait aucun caractère négatif. Le processus d'adhésion de la Turquie serait au moins provisoirement entravé. Ceci nous obligerait à recentrer la coopération sur des projets précis, chiffrés, identifiables quant à leur rapport coût-avantage. Airbus, Ariane, le Centre européen de recherche nucléaire sur la structure de la matière, mais aussi, par exemple, les bourses d'échange d'étudiants Erasmus, les projets transeuropéens de liaison fluviale, ferroviaire, aérienne, le système européen de positionnement satellite Galileo, toutes actions légitimes de coopération qui n'ont aucune raison de s'arrêter, au contraire. En refusant l'adhésion de la Turquie, non pas pour des motifs humiliants à l'égard de cette grande nation, mais pour la seule raison qu'elle n'est pas sur le plan linguistique, ni sur le plan religieux, ni même sur le plan historique un État européen, nous sommes des défenseurs plus conscients et plus exigeants quant à l'identité européenne que nos adversaires prétendus européistes. Mais il est possible que nos démarches échouent, et ce sera vraiment le mot de la fin. Nous devons compter, dans ces cas-là, sur nous-mêmes, car tout démontre aujourd'hui que le cadre national est encore pertinent. Un cadre qui n'exclut pas les coopérations internationales. En témoignent d'ailleurs les efforts du camarade président de la République lors de l'aggravation soudaine de la crise économique et financière. Il n'est pas du tout passé par les mécanismes européens. Son activité même montre qu'il est entré dans des relations bilatérales avec l'Allemagne, puis avec les États-Unis, puis avec d'autres. Ce n'est pas s'isoler. C'est au contraire la condition du retour de l'influence de nos nations dans le monde. Ceci suppose aussi que nous nous affranchissions de la suprématie américaine dont l'Union européenne est le vecteur. Je ne suis pas l'ennemi des États-Unis d'Amérique, je dis que nous n'avons pas à en être les vassaux. C'est tout à fait différent, naturellement. Si par extraordinaire le système de l'Union européenne devait définitivement se bloquer, d'autres coopérations internationales sont parfaitement concevables.
Par exemple, une nouvelle organisation internationale pourrait naître, plus légère, mais plus large territorialement, incluant par exemple des pays et des peuples européens qui ne font pas encore partie de l'Europe, Serbie, Ukraine, Biélorussie, Russie. Nous pourrions renouer avec une tradition nationale naturelle en termes de géopolitique, qui va du mariage d'Anne de Kiev avec le futur roi de France il y a presque 1000 ans, à l'alliance franco-russe scellée à la fin du XIXe siècle. Il ne s'agirait pas, comme par le passé, d'une alliance défensive, mais de faire que l'Europe, ainsi réconciliée, surmonte sa grande division, ce que je considère personnellement comme sa grande division, qui remonte peut-être au partage de Théodose en 395 entre l'Empire d'Occident et l'Empire d'Orient, entre Empire latin et Empire grec, et à la séparation sous Phocius du catholicisme et de l'orthodoxie. Cette ligne de partage est exactement le méridien de Sarajevo, ligne d'affrontement de 1914 à nos jours. Refaire l'unité de l'Occident, abroger les conséquences politiques de la division de l'Europe chrétienne, participer à profit partagé à la mise en valeur des richesses naturelles de ces immenses espaces, et notamment ceux de la Sibérie, voilà un champ d'action nouveau. Une autre piste, je trace des pistes, je ne les impose pas, je formule des hypothèses. Une autre piste supposerait une volonté politique nouvelle, en particulier dans les autres pays concernés. Elle requerrait la coopération des États latins, France, Espagne, Portugal, Italie, avec la mise en œuvre de leur réseau d'influence. Influence tenant aux liens historiques, culturels, économiques, politiques avec de nombreux pays dans le monde. Les quelques 52 États francophones, hispanophones, lusophones représentent une masse d'1 milliard d'êtres humains, dont on a dit, dont Jean-Yves Le Gallou, hier notamment, a dit, à très juste titre, les dangers. Mais c'est une force qui, dans la mesure où elle se reconnaît encore une certaine parenté culturelle, acquise, certes, dans ces pays, avec nous, acquise de nous, une force capable de faire contrepoids à la domination culturelle jusqu'ici incontestée du monde anglo-saxon, une force politique décisive dans le concert des Nations Unies, un terreau pour un vrai développement du tiers-monde, fondé sur l'intérêt réciproque de tous les acteurs concernés. En tout état de cause au plan national, la victoire des nationaux ne sonnerait pas seulement la fin d'une illusion, mais aussi celle d'un alibi. Un alibi. Leur alibi, c'est, ça sera, c'est à cause de Bruxelles. Moi, je voulais faire ceci, je voulais faire ça. J'ai pas pu. Bruxelles n'a pas voulu. Cet alibi ne pourrait plus être l'excuse de l'inaction, des promesses non tenues, des réformes en souffrance. Cette victoire peut être l'occasion d'un sursaut national, renouveau dans lequel nous ferions enfin jouer, au service de nos intérêts légitimes, les atouts réels de la France. Car il y a encore des atouts de la France. Quels sont ces atouts? Les ressources d'un territoire le plus vaste, le plus diversifié et le plus hospitalier de l'Europe occidentale, et qui pourrait sans difficulté héberger 100 ou 120 millions de Français, si l'aménagement du territoire était plus harmonieux, et si nos villages étaient aussi peuplés qu'ils l'étaient au Moyen-Âge, alors que les rendements agricoles ont été multipliés par 20 depuis cette époque. Deuxièmement, les ressources d'un territoire qui a ses prolongements, j'en parlais tout à l'heure, dans ce qui nous reste de l'acquis de nos marins pionniers, découvreurs, missionnaires, les confettis d'un ancien empire répartis sur tous les océans, Atlantique, Indien, Pacifique, mers australes, et donc un domaine maritime qui, en vertu de la Convention de l'ONU de Montego Bay sur le droit de la mer, événement majeur mais méconnu, est le 3e du monde, à l'heure où l'avenir de l'humanité, comme le découvre M. Obama, notamment en ce moment avec l'affaire du golfe du Mexique, se joue davantage dans les mers que dans l'espace. Une influence culturelle qui peut revivre, pour autant que les Français, comme M. Rocard au Parlement européen, ne scandalisent pas nos collègues italiens du Parlement en affectant de s'exprimer en anglais. Voilà. Le collègue italien qui me dit, mais moi je parle français, je ne peux pas mal anglais. Je dis, Rocard, réunion privée, Rocard, affecte de parler anglais. Il est d'ailleurs pas plus compréhensible quand il parle anglais que quand il parle en français. Bon, faut dire, bon. Un savoir-faire exceptionnel de concepteurs, d'ingénieurs, de techniciens capables de construire les meilleurs avions, les meilleurs trains, d'excellentes voitures et beaucoup d'autres réalisations encore. Évidemment, encore faut-il que les avions et les trains puissent circuler, qu'il n'y ait pas de grève, etc. Mais là, on demande beaucoup. Enfin, un art de vivre, ça c'est très important, ici aussi, que le monde entier nous envie et qui ne s'altère que par la progression de l'égoïsme social et de l'insécurité. À chacune de ces consultations populaires qui se font de plus en plus rares, et pour cause, on a voulu faire peur aux Français en leur disant que la claque